rentabilité brute, rentabilité nette, rentabilité net, rentabilité net, base imposable, plus-value, moins-value. On n'y comprend plus rien là. On va voir ça dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour très chers investisseurs, futurs millionnaires, je suis Franck, le fondateur de Immomillion, une société où on accompagne les personnes qui désirent prendre leur avenir en main, se créer une retraite anticipée, ça grâce à l'investissement immobilier. Avant d'aller plus loin, vous savez que vous avez juste en dessous de la vidéo tous les liens pour aller plus loin avec moi. Dans cette vidéo, du coup, je voudrais vous partager un petit peu le lexique de l'investissement immobilier parce que c'est vrai que voilà, il y a plein de termes, il y a beaucoup de jargon, etc. Et c'est important de comprendre ça pour peut-être, je sais pas, suivre des vidéos de formation, parler avec les différents intervenants, les notaires, les banquiers, les agents immobiliers, même si tous les intervenants ne parlent pas forcément tous le même langage. Donc, c'est vraiment important de maîtriser tout le vocabulaire de l'investissement immobilier et c'est pour ça que j'ai voulu faire un peu ce lexique. Donc, commençons tout de suite avec le premier terme qui est la rentabilité brute. Qu'est-ce que c'est la rentabilité brute? C'est tout simplement... en fait, il y a une formule de calcul pour ça, c'est simple. C'est votre loyer mensuel x 12, donc le loyer annuel, x 100 divisé par le prix de revient du bien. Le prix de revient du bien, c'est quoi? C'est le prix du bien plus le prix des travaux. Et vous pouvez rajouter également les frais de notaire. Et donc ça vous fait un pourcentage et ça, c'est la rentabilité brute. Qu'est-ce que ça veut dire cette rentabilité brute? Ça veut dire que de façon brute toujours, donc là on n'a pas pris en compte toutes les charges, les impôts, etc. Mais ça veut dire que si on prend 10 ans, tous les ans, vous allez rembourser 10% en fait du prix du bien grâce aux revenus. C'est-à-dire que si vous achetez 100 000, que vous avez 10 000 euros annuels, voilà, en 10 ans finalement vous avez acquis 100 000 euros de loyer, donc vous avez remboursé le bien, même si bien sûr c'est un peu plus compliqué que ça puisqu'il y a d'autres charges à prendre en compte. Et justement on en arrive à la rentabilité nette. Alors la rentabilité nette, c'est finalement où on va ajouter toutes les charges. Donc c'est le même calcul, sauf qu'on va ajouter les différentes charges de copropriété, les taxes foncières, voilà, les charges éventuellement de gestion, etc. Donc toutes les charges liées au bien. Ça va vous donner une rentabilité nette qui va être du coup inférieure à la rentabilité brute. Vient ensuite un terme que j'aime pas trop personnellement, qui est la rentabilité nette. Certains font la différenciation entre rentabilité nette et rentabilité net. Parce que net, en fait, on va prendre en compte les impôts également. Donc les impôts, vous ne les payerez pas forcément en fonction du régime fiscal que vous allez choisir, du moins pendant plusieurs années. Mais voilà, si on veut vraiment aller jusqu'au bout, on pourrait dire qu'il y a une rentabilité net qui dit que justement on prend la rentabilité brute, on enlève encore toutes les charges dont je vous ai parlé juste à l'instant et on enlève encore le montant des impôts que vous allez payer. Et là, vous aurez vraiment le net que vous avez dans votre poche. Donc moi, en général, quand je parle de rentabilité nette, c'est déjà que je parle sans les impôts. Je vois pas l'intérêt de faire 5 types de rentabilité différentes, quoi. Vient ensuite un terme qu'on aime beaucoup, le cash flow. Le cash flow, c'est quoi? C'est finalement beaucoup plus important que la rentabilité, puisque le cash flow, c'est le montant net que vous allez percevoir mensuellement. Donc on peut parler de cash flow mensuel, on peut parler de cash flow annuel. Donc je vous prends un exemple, si vous avez 500 euros de crédit plus 200 euros de charges diverses comprenant voilà, le syndic, les impôts, etc. par mois, vous devez donc payer 700 euros par mois et vous avez un revenu peut-être de 1000 euros de loyer. Donc quand on fait la différence, vraiment en ayant déduit toutes les charges, on a un excédent, un cash flow de 300 euros par mois. Donc là on parle d'un cash flow. La notion suivante et qu'on n'aborde pas forcément toujours, notamment sur Internet, qui d'après moi est extrêmement importante également, c'est la valeur patrimoniale du bien. La valeur patrimoniale, ça va être finalement la valeur qu'a votre pierre. C'est-à-dire, si j'achète à 100 000 euros aujourd'hui, quelle valeur cette pierre aura-t-elle d'ici 5 ans, d'ici 10 ans? Donc forcément, vous l'avez compris, on va chercher à avoir une valeur patrimoniale croissante, c'est-à-dire que si on achète 100 000 euros aujourd'hui, on aimerait bien revendre peut-être à 120 ou 130 000 euros d'ici 5 ou 10 ans. Donc ça, c'est la prise de valeur, la valeur patrimoniale. C'est la valeur, comme dit, du bien lui-même, de la pierre. Et donc justement, quand on va revendre ce bien, on va parler de plus-value peut-être. Donc la plus-value, c'est si vous achetez 100 000, vous revendez 110 000, vous avez fait 10 000 euros de plus-value.
Et on peut parler également de moins-value. La moins-value, c'est si vous achetez 100 000 et que vous revendez 90 000, vous avez fait 10 000 euros de moins-value. On va ensuite parler de base imposable. La base imposable, ça va être le montant qui va être soumis à l'impôt. C'est-à-dire, si vous avez 10 000 euros de revenus, vous allez finalement déduire, alors là je vous parle dans le cas où vous êtes au réel, hein. Après vous pouvez avoir un abattement forfaitaire si vous êtes en micro, mais au réel, enfin peu importe. On va venir déduire en fait toutes les charges du montant imposable annuel. Donc si on a 10 000 euros de loyer sur l'année, on va venir déduire les intérêts de crédit, les charges de copro, voilà, les charges de gestion, la taxe foncière, etc., l'assurance du bien. Et la base imposable, ça va être le montant sur lequel vous allez être imposé. C'est-à-dire que si vous avez 10 000 euros, vous venez déduire toutes les charges que vous avez, il vous reste 2 000 euros imposable. Et ça, c'est votre base imposable et vous allez être taxé à un certain pourcentage sur cette base imposable de 2 000 euros. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Bien ensuite, la notion de régime fiscal ou de marmite fiscale, un peu plus d'un point de vue jargon. Le régime fiscal, c'est tout simplement à quelle sauce vous allez être mangé en fait. Le foncier, c'est un régime fiscal. Le LMNP, c'est un régime fiscal. Le LMP, c'est un régime fiscal. L'IS, c'est un régime fiscal. Voilà, c'est finalement, on parle aussi de marmite fiscale parce que vous pouvez avoir plusieurs biens, par exemple exploités en LMNP, ils seront tous imposés dans la même marmite en fait. C'est pour ça qu'on dit une marmite fiscale parce que même si un bien va être très rentable, l'autre va être pas rentable, s'ils sont dans le même régime fiscal, ils vont venir se compenser l'un et l'autre. Donc c'est pour ça qu'on parle du régime fiscal, c'est la sauce à laquelle vous allez être mangé pour faire simple. Et ensuite la notion d'IR. L'IR c'est quoi? C'est l'impôt sur le revenu, c'est ce que vous payez sur vos salaires, sur vos biens immobiliers si vous les exploitez en nom propre. Ensuite on a la notion d'IS, ça c'est l'impôt sur les sociétés, à ne pas confondre avec SCI. Alors souvent on entend voilà, je vais être imposé en SCI ou je vais investir en SCI. Alors SCI, il faut savoir que c'est juste une forme juridique et vous pouvez très bien avoir une SCI à l'IR, donc à l'impôt sur le revenu, comme vous pouvez avoir justement une SCI à l'IS. De base d'ailleurs, une SCI c'est à l'IR, donc c'est complètement faux de dire que je suis imposé en SCI. Ça veut rien dire. La SCI, c'est juste la forme, comme ça peut être une autre forme comme une SARL, une SAS, etc. Donc voilà, ne pas confondre IS et SCI. Vous pouvez avoir une SCI à l'IR comme une SCI à l'IS, mais IS finalement ça désigne l'impôt sur les sociétés qui est de 15% jusqu'à 38 200 et ensuite de 28%. Ensuite, si on rentre dans le domaine un peu plus bancaire, on va parler de taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, ça vous savez ce que c'est le taux d'intérêt de votre crédit. Donc un crédit à 20 ans à 1,4%. Ça veut dire que vous allez payer 1,4% d'intérêt à la banque sur ce que vous allez emprunter. On parle ensuite des IRA. Les IRA, c'est les indemnités de remboursement anticipé. En fait, c'est quand vous allez faire un crédit, que vous voulez faire un apport sur ce crédit une fois que le crédit court, que vous voulez par exemple rembourser une partie du crédit de façon anticipée, un remboursement anticipé, ou que vous voulez solder votre crédit parce que vous avez reçu un capital ou que vous avez vendu votre bien. On va parler de ces indemnités. Ces indemnités, c'est-à-dire que si vous avez un crédit restant peut-être à 50 000 euros, que vous avez 50 000 euros sur un compte et que vous voulez solder le crédit, on va vous faire payer une indemnité sur le remboursement. Ou pas justement, parce que ça peut se négocier de ne pas avoir d'indemnité de remboursement anticipé ou de faire baisser ses IRA. Donc ça c'est une négociation à avoir avec la banque et c'est très important d'ailleurs parce que on va pas forcément garder son bien pendant toute la durée du crédit. Donc c'est très intéressant de négocier ses IRA pour pouvoir solder son crédit sans avoir des frais qui peuvent être dans certains cas très élevés. Vous avez ensuite la notion de différé d'emprunt ou de report d'emprunt, report de prêt, différé de prêt, appelez-le comme vous voulez. En quoi ça consiste? C'est tout simplement le fait de différer le début du remboursement du prêt. Donc admettons que vous faites un prêt sur 20 ans, vous pouvez faire un différé de 1 an ou quelques mois ou alors 2 ans, 3 ans ou plus dans certains cas. Ça permet quoi? En fait, ça permet de commencer à payer plus tard et de se laisser le temps de faire peut-être des travaux de rénovation, se laisser le temps d'encaisser des loyers pleins sans rembourser de crédit et de se constituer une trésorerie. Donc ça, c'est extrêmement important aussi de le négocier avec votre banque. Donc les différés d'emprunt, donc comme dit, si on a un prêt sur 20 ans, qu'on a un différé de 2 ans, c'est comme si on allait avoir un prêt sur 22 ans. Alors après, il y a certains différés qui sont en plus de la durée totale, donc ça va être des prêts comme si on avait un prêt sur 22 ans et que pendant 2 ans on ne paye rien ou alors juste les intérêts d'emprunt. Et après on peut avoir aussi des différés d'emprunt qui sont inclus
aux 20 ans par exemple, donc on aura un prêt sur 20 ans toujours, mais pendant les 2 premières années, on va rien payer ou juste les intérêts d'emprunt, et ensuite la partie capitale sera amortie sur 18 ans. Donc ça dépend des banques, des enseignes, mais voilà, la notion de différé d'emprunt, c'est important de la comprendre et il faut absolument la négocier parce que ça fait partie de la stratégie à mettre en place pour voilà, se laisser le temps de faire les travaux et constituer une trésorerie. On va ensuite passer du côté vente notaire, donc on va parler de compromis de vente. Un compromis de vente, c'est quoi? C'est juste un contrat que vous allez signer entre l'acheteur et le vendeur, donc entre vous et le vendeur. C'est finalement un pré-contrat avant le contrat final, l'acte de vente. Donc le compromis, ça dit quoi? Ça dit que finalement vous avez trouvé un compromis avec le vendeur. On appelle ça aussi une promesse bilatérale, puisque le vendeur promet à l'acheteur de lui vendre et l'acheteur promet au vendeur de lui acheter. Donc c'est une promesse bilatérale ou un compromis de vente plus communément appelé. Et donc c'est très important de ne pas signer ce contrat, ce compromis de vente à la va-vite parce que c'est le pré-contrat et en fait tout ce qui est écrit dans le compromis de vente sera reporté dans l'acte final. On parle ensuite de promesse de vente ou de promesse d'achat. Donc ça finalement c'est des promesses unilatérales, ça veut dire que c'est que un des parties qui promet à l'autre partie. Par exemple une promesse d'achat, ça va être l'acheteur qui promet au vendeur de lui acheter. Ça veut dire que c'est seulement le côté acheteur qui est engagé. Pareil pour une promesse de vente, ça va être le vendeur qui promet à l'acheteur de lui vendre sans que l'acheteur n'ait l'obligation d'acheter. Donc voilà, il faut bien différencier promesse d'achat, promesse de vente et compromis de vente. Vient donc ensuite, une fois qu'on a signé un de ces 3 contrats dont je vous ai parlé, on a du coup l'acte de vente final, l'acte de vente définitif, l'acte définitif, donc il y a plusieurs noms. Ça va être finalement le contrat final. C'est ce qui va vraiment acter la vente et c'est à ce moment-là que vous allez recevoir les clés chez le notaire. En général, on va signer un pré-contrat, une promesse ou un compromis après qu'on s'est mis d'accord, donc après que l'offre d'achat a été acceptée. Et puis 2, 3 ou 4 mois après avoir respecté certains délais, on va signer l'acte final. Dans ces contrats, donc ces compromis, ces promesses, on va pouvoir inclure des clauses suspensives. Ça va être des clauses qui, si elles se réalisent, la vente saute, la vente ne se fera pas. La plus commune, ça va être par exemple la clause suspensive d'obtention de prêt. Ça veut dire qu'on va dire, ok, si l'acheteur ne reçoit pas son prêt dans un délai de temps et temps et un prêt de temps et temps avec un taux de temps et temps, s'il ne reçoit pas son prêt dans ce délai-là et qu'il présente 1 ou 2 ou 3 refus, ça dépend, il va pouvoir se retirer de la vente sans pénalité. Vous ne pouvez pas vous retirer d'un compromis de vente, par exemple, là où donc l'acheteur promet d'acheter et le vendeur promet de vendre. Les parties ne peuvent pas se retirer sans motif. Et justement, les clauses suspensives, ça va être les motifs qu'on va autoriser. Donc, ça peut être l'obtention du prêt, qui est le plus courant. Ça peut arriver de ne pas obtenir son prêt, donc on ne va pas payer. Parce qu'après, vous pouvez payer une clause pénale. Donc, clause pénale, c'est finalement une pénalité, finalement. Quand il y en a un des deux qui fait un caprice, j'appelle ça. Donc, clause suspensive d'obtention de prêt, on a des clauses suspensives de réalisation de travaux. Par exemple, on va dire il faut que vous changiez les fenêtres avant d'acheter. S'il n'a pas changé les fenêtres, la vente saute. On a les clauses suspensives d'obtention de permis de construire. Donc si on ne reçoit pas le permis de construire, on n'achète pas. Les clauses suspension d'obtention d'autorisation. Enfin, c'est vraiment assez sur mesure et vous pouvez un peu inclure ce que vous voulez puisque c'est un contrat finalement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des principaux termes de l'immobilier, du principal jargon. Si vous avez d'autres questions par rapport à certains termes que vous ne comprenez pas clairement, je vous invite à me le mettre en commentaire sous la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans les commentaires ou peut-être que je ferai une autre vidéo un petit peu plus poussée sur des termes bien plus précis. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. On va se retrouver dans une autre vidéo. Avant de continuer, vous savez que vous avez sous la vidéo l'accès au système Arnato. C'est une formation complètement offerte. Il y a vraiment beaucoup de valeur. On va voir le système Arnato qui est l'analyse, la recherche, la négociation, l'achat, les travaux et l'optimisation fiscale. Donc c'est le système que j'applique personnellement. Donc tout ça, ça se passe sous la vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!